Quel système éducatif viable et compétitif? C'est la question que nous nous poserons au cours de ce nouveau numéro de votre émission Décryptage sur Gabon 24. Nous recevons un invité, vous le découvrirez dans quelques secondes seulement. Madame, Messieurs, bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission Décryptage sur Gabon 24. Nous parlons du système éducatif gabonais et tout ce qui tourne autour de cette question. Un seul invité, le ministre gabonais en charge de l'éducation, le professeur Patrick Mougiama Daouda, qui a accepté notre invitation. Professeur, merci de nous recevoir. Que dis-je, monsieur le ministre? Merci de nous recevoir. C'est avec plaisir. Bonjour, monsieur Agaya. Alors, comment se porte aujourd'hui le système éducatif gabonais? D'entre deux jeux, je vous pose la question. Mais je vous mentirais si je vous disais qu'il se portait bien. Vous savez qu'on a fait son diagnostic à travers plusieurs activités, plusieurs événements commandés par les plus hautes autorités du pays. Il y a eu les États généraux de l'éducation, de la formation et de la recherche. Il y a eu les assises de l'adéquation formation-emploi. Il y a eu le rapport McKinsey sur l'éducation. Et plus récemment, il y a eu la task force sur l'éducation à l'initiative du président de la République, chef de l'État. Donc, tous ces travaux ont posé le diagnostic de manière claire. Notre système éducatif ne se porte pas bien. Il n'est pas adapté aux exigences du développement. Il ne prend pas en compte les métiers qui sont prévus dans le programme stratégique Gabon émergent et qui peuvent nous aider à atteindre cet objectif fixé par le président de la République. Il ne favorise pas les filières techniques et professionnelles qui sont celles où il y a des besoins d'emploi. Et puis, il y a des problèmes de structure. Nous n'avons pas pu accompagner l'évolution démographique en augmentant le nombre de salles de classe. Il y a un déficit en enseignants. Il y a aussi des problèmes relatifs à la formation des enseignants. Il y a les curricula qu'il faut reprendre, tous les programmes. Ça a commencé, ça se fait doucement. Il faudra atteindre la vitesse de croisière pour que nous remettons notre système éducatif à son niveau réel. Peut-on le dire sans risque de se tromper? D'ailleurs, vous venez vous-même de dresser un bilan assez chaotique. Peut-on se permettre de penser aujourd'hui que pour le Gabon, parlant d'éducation, plus rien ne marche? Bon, il ne faut pas être excessif. Le Gabon peut fournir un système éducatif meilleur que celui qu'il offre en ce moment. Nous avons eu un meilleur système éducatif par le passé. Nous devons retrouver ce niveau avec une exigence de qualité pour laquelle il ne faut pas y avoir de compromis ou de compromission. Notre système de qualité, notre exigence de qualité doit être très haut, très élevée pour que nous réparons ce que nous avons mal fait depuis un certain nombre d'années. Mais il y a quand même des résultats qui sont, encore une fois, inférieurs à ce que le Gabon peut attendre par rapport à l'investissement qui est mis dans l'éducation. Est-ce qu'on peut parler de résultats à partir de ce moment, monsieur le ministre? Il y a un déficit en matière de construction de salles de classe. Plus aucune salle de classe n'a été construite depuis plus de 2 ou 3 années déjà aujourd'hui. Quand on parle de ces salles de classe, c'est environ 2000 salles de classe qu'il faudrait aujourd'hui. Et d'ailleurs, des promesses avaient été faites par ce ministère, celui de l'Éducation, qui annonçait la construction de plus de 223 salles de classe en octobre 2020. Alors, quand on parle de la construction des salles de classe, il faut aussi parler des salles de classe ou des écoles qui se ferment. De la même manière, quand on parle du déficit en enseignants, il faut parler aussi des enseignants qui sont recrutés et qui ne font pas leur charge de travail. Donc, il faut équilibrer tout cela. Il y a des établissements qui se ferment. On est au nombre de près de 180 écoles primaires dans tout le Gabon qui sont fermées pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que parfois, on n'a pas respecté la carte scolaire qui veut qu'on tienne compte des besoins réels de construction d'écoles dans une zone géographique donnée. Et souvent, ça a été des choix politiques. Telle personnalité politique a voulu qu'une école soit construite dans sa localité de prédilection. Parfois, il manque des enseignants. Et puis parfois, les écoles se ferment à la suite d'un ralentissement de l'activité économique.
Donc la dynamique démographique s'inverse et les écoles se ferment. Il y en a 180. Donc il faut équilibrer les chiffres. Quand on parle de déficit en salle de classe, nous sommes en train de faire ce travail-là pour mettre en balance le nombre de salles qu'il faut construire. Ça fait combien d'années que ce travail se fait, Monsieur le ministre? Ai-je le droit de penser ou de croire, au nom des Gabonais, que c'est depuis votre arrivée que ce travail se fait? Je n'ai pas la prétention de le dire. La carte scolaire est évolutive. Hein. Bien sûr. Il est dans la nature des choses que, suite à l'évolution démographique, suite à l'évolution économique d'une zone donnée, que des salles s'ouvrent, des salles se ferment. Donc ça, c'est le propre même du caractère dynamique de la carte scolaire. Maintenant, vous avez parlé des promesses qui ont été faites. Oui, des promesses ont été faites, des promesses fermes. Nous avons signé déjà une convention avec l'Agence française de développement pour la construction de 500 salles de classe à la fin de l'exécution du financement que nous avons contracté auprès de cette institution. Mais déjà, pour l'orée de la rentrée prochaine, c'est 89 salles de classe qui vont être construites sur les sites de 223. Sur les sites de Igoumié-Carrière, sur les sites de Bizango, 13, et sur les sites de Midoubé. Est-ce que ce ne sont pas des zones à risque, Monsieur le ministre? Pourquoi serait-ce des zones à risque? Parce que le constat, il est clair. L'État gabonais fait des constructions, mais surtout dans des zones où il n'y a pas d'eau et il n'y a parfois pas d'électricité. Certains établissements construits à Libreville au Gabon aujourd'hui ont connu ce phénomène-là. Là encore, on annonce la construction d'écoles, de salles de classe dans des zones à risque. Je ne dirais pas que c'est des zones à risque, c'est des zones qu'il faut viabiliser. C'est des zones dans lesquelles il faut effectivement faire parvenir de l'eau, l'électricité, la route. Mais c'est des quartiers en plein développement dans lesquels habitent nos populations qui parfois font des dizaines de kilomètres pour aller dans les écoles les plus proches. Donc il est de nos devoirs d'apporter dans ces zones-là l'école. C'est des services de proximité. Même si sans commodité. Ah non, justement, nous voulons éviter cette situation qui a conduit effectivement à ce que certaines écoles soient construites alors même que l'on n'a pas fait en sorte que ces commodités, comme vous dites, soient remplies en termes d'exigence. Maintenant, nous avons 3 établissements que nous devons livrer, il y a des complexes là-dedans, que nous devons livrer à la rentrée. Igoumié-Carrière, il faut faire la route, il faut que l'eau et l'électricité arrivent dans ces lieux. Il faut penser au transport des élèves, nous travaillons, parce que là encore, l'État n'aidera pas les familles à supporter les charges de transport. Oui, mais vous préférez... Si un enfant habite Ntoum, par exemple, et qu'il est envoyé là-bas par l'État gabonais, comme ça c'est souvent fait, pensez-vous que... Mais si vous prenez d'abord le problème que vous avez posé, l'Igoumié, les élèves qui habitent à Igoumié, l'école la plus proche, c'est à Kournam, si je ne m'abuse. Vous voyez le nombre de kilomètres qu'il doit faire. Oui. Donc, ce qui est important pour nous, c'est réduire déjà cette distance-là et les coûts que ça induit pour les parents. Donc, ça, c'est la première chose. Et nous travaillons avec le ministère des Transports publics, le ministère des Travaux publics, pardon, pour que ce problème soit résolu à la rentrée et que l'école soit livrée, l'école et le siège soient livrés avec la route, l'eau et l'électricité. Nous disons la même chose aussi pour l'école de Bizango, mais ça c'est pour une échéance un peu plus lointaine. Maintenant, il est vrai qu'à cause du déficit des salles de classe précisément, il est vrai que certains élèves ont été orientés dans des établissements qui sont loin de leur lieu d'habitation. C'est à déplorer et il faut réparer cela. Mais ça se réparera naturellement dès lors que, à proximité de leur lieu d'habitation, il y aura de nouvelles écoles. C'est une partie du problème, seulement qu'on évoque en disant cela. Il y a une autre partie du problème, c'est une anomalie dans notre cas scolaire qui fait que tous les lycées techniques qui existent dans la capitale de notre pays sont situés au sud ou sur la route nationale. Donc, la plupart de ces élèves, si vous prenez le lycée technique d'Ntoum, et là vous avez raison, la plupart de ces élèves viennent de Libreville. Donc il faut absolument construire des lycées techniques au nord de Libreville, au centre de Libreville, pour régler la question du sureffectif
du lycée technique de Ntoum et pour qu'on ait une carte scolaire rationalisée, un peu plus rationalisée, qui tienne compte d'une meilleure répartition des lycées techniques sur le territoire et notamment dans notre capitale. On a comme l'impression que pour le gouvernement gabonais, on cherche des solutions à long terme. Celles existantes sont parfois laissées pour compte. Le cas que vous évoquez, qu'est-ce que l'État gabonais fait pour aider justement ces familles? Vous le savez, déjà assez démunies pour supporter la charge de transport, par exemple, pour parler du cas des élèves du lycée technique de Ntoum. Aujourd'hui, on a comme l'impression que l'État gabonais abandonne les populations à leur propre sort. Alors, la question du transport et du transport d'une manière générale, du transport scolaire est complexe. Nous avons connu à notre période, mais peut-être que vous aussi, bien sûr, nous avons connu une période où, là je parle de la fin des années 70, nous avions des cartes d'abonnement pour le transport scolaire, donc nous payions. C'est vrai que la somme n'était pas importante, mais nous payions. Ensuite, nous sommes passés au tout gratuit. Alors, il faut avoir la lucidité et il faut dire aux Gabonais la vérité. Est-ce qu'on peut encore envisager aujourd'hui que le transport scolaire soit entièrement gratuit? Je crois qu'il faut se poser cette question. Il y a des familles démunies, il y a des familles qui le sont un peu moins. Donc il faut tenir compte de tous ces paramètres pour l'accompagnement social des élèves. Vous parlez du transport scolaire, mais dans l'accompagnement social des élèves, il y a autre chose. Il y a les internats, il y a peut-être les cantines qui vont voir le jour. Il faut tenir compte de tous ces paramètres-là pour mettre en place un véritable système d'accompagnement social de telle sorte que les services qu'on va proposer aux élèves tiennent compte, soient modulés du niveau de vie des parents. Et donc, pour qu'on ait un transport scolaire pérenne, pour qu'on ait des internats qui soient à jour, qui soient dans un bon état, pour qu'on ait des cantines qui fonctionnent si elles sont créées, il faut qu'on arrête de penser que tout sera gratuit. Ce n'est pas possible. C'est mon point de vue et je pense que j'ai le devoir de dire la vérité. Qu'on tienne compte des revenus des parents, qu'on tienne compte du fait que certains parents soient très très pauvres et donc ne peuvent pas subvenir à ses besoins, c'est une chose, mais le tout gratuit, ça ne me paraît pas possible dans le contexte actuel. Il faut dire la vérité aux parents. Vous me permettrez de refermer cette parenthèse et de revenir sur la question de construction des salles de classe. Peut-être pour finir avec 120 élèves par classe aujourd'hui, c'est encore visible au Gabon, c'est la question des effectifs pléthoriques qui se pose avec acuité. Quelles seraient les solutions, mais immédiates, pour aider justement cette jeunesse gabonaise à obtenir et offrir les résultats tant souhaités par Ali Bongo Ondimba? Parce que si on veut un Gabon compétitif, il faut que les élèves soient formés dans de meilleures conditions. Alors, vous dites 120 élèves par classe, ça arrive, mais ce n'est pas la norme. La moyenne, c'est 70 élèves. C'est excessif, puisque la norme internationale voudrait qu'on ait 35, peut-être moins. Je vous aurais demandé de m'accompagner à Jean-Hilaire Obama et Yégué, par exemple, pour constater qu'il y en a là-bas, de 100 oui, classes de 120 élèves. Oui, mais il y a des établissements où il y a 50. À Léomba, à Kouaben, il y a des établissements où il y a 50. On ne peut pas se satisfaire d'une salle de ces chiffres-là. J'en conviens, ce ne serait pas acceptable. J'en conviens. Non, ce que je veux vous dire, c'est que ne prenez pas la borne maximale pour la moyenne. La moyenne, ce n'est pas 120. Si vous allez à l'intérieur du pays, vous en verrez pire. La moyenne, c'est 70. Prenons la moyenne. Prenons la moyenne, c'est 70. Donc, c'est 70 élèves par classe. Il y en a qui ont 50, il y en a qui ont 120, mais la moyenne, c'est 70. Pour arriver à 35 élèves par classe, il faudrait qu'on construise chaque année environ 1000 salles de classe. Ce qui ferait que si cette année, on respecte cet objectif, on atteint cet objectif-là, on glisserait de 70 à 60 salles de classe, 2019-2020. 2020-2021, 50 salles de classe. 2021-2022, 60 salles de classe. 2022-2023, 50 salles de classe. Nous avons écouté ce discours de votre prédécesseur, monsieur le ministre, vous me permettrez. À vous entendre, on a comme l'impression que chaque gouvernement se succède au Gabon et chaque ministre arrive avec... En l'occurrence, il n'y a pas de contradiction, monsieur Agaya. En l'occurrence, il n'y a pas de contradiction. On parle quand même de la continuité du service public. Mais pourquoi les décisions, pourquoi ce sont les mêmes décisions qui sont annoncées depuis de nombreuses années? On a comme l'impression qu'il n'y aura jamais de solution. Mais en l'occurrence, il n'y a pas de... Le gouvernement sait les problèmes existants, mais les solutions, il les ignore. Mais les solutions, on vous les a données. On vous a dit qu'on a eu un financement avec l'AFD
qu'on vous donne rendez-vous pour Votre septembre prédécesseur l'avait 2020. dit. Mais il vous a donné rendez-vous pour septembre 2020. Attendez, septembre 2020. Bien avant, Ali Bongo Ondimba annonçait la construction de salles de classe déjà. Je peux vous rappeler les lignes et le discours. Oui. Non, mais si vous voulez revenir sur ce qui n'a pas été fait, alors que je vous donne un échéancier qui permet une programmation qui permet de résoudre la question sur 4 ans, sur 5 ans, avec des chiffres clairs, je vous dis qu'on est à 70 et que progressivement, avec un rythme de 1000 salles de classe par an, on va résoudre cette question. Et nous sommes partis pour le faire, parce que, outre le financement de l'AFD, nous avons un autre partenaire qui va construire des écoles à Mangumba, c'est à Kanda, à Jean Violas, c'est à Ovendo et en Coq, livrables à la rentrée. Nous attendons, avec un partenariat, dans le cadre d'un partenariat avec la société Arise, nous attendons 270 salles de classe pour la rentrée. Donc le programme, mais ce n'est pas une promesse. Je veux dire, il ne faut pas avoir aussi des, questions. La viabilisation de sites n'a pas démarré. Qu'est-ce que vous en savez? Est-ce que vous êtes allé à Mangumba? Est-ce que vous êtes allé à Jean Violas? Est-ce que vous êtes allé au PK27? Je serais d'accord de vous accompagner, monsieur le ministre, pour que nous Mais moi j'y vais, moi j'y vais tout le temps. Moi j'y vais. Et vos collègues m'ont accompagné souvent. Ils m'ont accompagné sur les sites, ils ont vu les sites. Et donc vous rassurez les Gabonais justement qu'en octobre prochain, ces établissements, ces salles de classe vont sortir de terre. Mais les conventions ont été signées. Pourquoi voudrez-vous avoir des doutes? Attendez septembre 2020. Et puis vous allez nous juger sur ce que vous verrez, mais ne faites pas de prévisions dans un sens comme dans l'autre. Attendez et vous verrez. Monsieur le ministre, construction de salles de classe, oui, mais il y a des établissements qui sont existants. La vétusté justement de ces infrastructures. Aujourd'hui, qu'est-ce que compte faire le ministère dont vous avez la charge? Alors, là aussi, vous n'avez pas de continuité. Hein. Si vous suivez un peu ce qu'on fait depuis un moment, il y a un programme qui a commencé à 3 ans qui s'appelle les mesures prioritaires présidentielles et qui consiste à la réhabilitation de 703 écoles primaires. Sur ces 703 écoles primaires, il y a déjà 224 qui ont été réhabilitées. Donc, quand on dit réhabilitation, c'est peinture, remise à niveau des sanitaires, et tout un ensemble de travaux qui permettent à l'école de se présenter sous un meilleur jour. Donc sur les 703 salles de classe, il y en a déjà 224 qui ont été réhabilitées. Donc le programme se poursuit. Ça c'est concernant l'école primaire, dans le cadre des mesures prioritaires. Dans le cadre des mesures prioritaires, il y a également la construction de 103 salles de classe dans les établissements publics, salles de classe d'informatique. Et là aussi, le programme a commencé. Le taux d'exécution du programme est autour de 20%. On va monter en puissance. À ce programme est adossé l'achat de 3000 ordinateurs, puisque ces salles doivent être équipées. Les ordinateurs ont déjà été achetés, donc les salles... Où sont ceux qui avaient été annoncés par Ali Bongo Ondimba et qui seraient portés disparus jusqu'à ce jour? Non, vous n'avez pas la bonne information. Il y a 3000 ordinateurs qui sont stockés dans les locaux de Gabon Télécom, les anciens locaux de Gabon Télécom, donc à Kanda. Il y a 3000 ordinateurs qui sont stockés. Nous avons commencé à extraire de ces 3000 ordinateurs quelques-uns pour les livrer dans les salles d'informatique qui sont déjà prêtes. Je crois qu'il y en a une dizaine qui sont déjà prêtes. Vous allez au lycée Léomba, la salle d'informatique est prête. Vous allez au lycée technique, la salle d'informatique est prête. Elle a été construite et les ordinateurs ont été livrés. Vous allez au lycée Tad l'Estuaire. Donc, c'est de la réalité, ça, c'est concret. Et l'intérieur du pays? Maintenant. Et l'intérieur du pays, monsieur le ministre? C'est en train d'être fait. Les salles sont en train d'être construites. À l'horizon 2023? Maintenant, non, pas du tout. Le programme est en cours. Le programme est en cours. Maintenant, il y a aussi un ancien programme, et là vous avez raison, d'équipement des écoles primaires en ordinateur pour l'introduction de l'informatique au niveau du primaire. Les ordinateurs ont été achetés et ils n'ont jamais été distribués. Nous avons commencé la distribution de ces ordinateurs-là dans les écoles primaires. Dans quelle école primaire, permettez-moi de vous demander comme ça, de façon à main levée, pour que nous prenions la peine d'aller constater, parce que c'est une bonne nouvelle. Allez-y à l'UNSB. D'accord. Mais je précise que ces ordinateurs qui ont été achetés il y a quelques temps, il a fallu faire un travail de test de leur fonctionnalité. Oui. Heureusement, nous n'en avons pas beaucoup perdu. Mais vous allez voir, et je peux prendre le pari avec vous,
de revenir me voir. Vous allez voir que dans les semaines qui viennent, nous aurons terminé la distribution de ces ordinateurs-là sur toute l'étendue du territoire. Alors, il nous reste que quelques minutes à passer ensemble, monsieur le ministre gabonais en charge de l'éducation nationale. Lorsqu'on parle de l'enseignement au Gabon, le constat est fait. Pour les matières scientifiques, il n'y en a presque plus d'enseignants. Pour la plupart, ce sont des enseignants expatriés qui exercent dans le secteur de l'éducation. Est-ce qu'aujourd'hui, le gouvernement gabonais, à travers son ministère de l'Éducation nationale, pense trouver des solutions? Alors là, on touche à un problème qui est structurel et qu'il ne faut pas aborder avec légèreté. S'il y avait une réponse toute faite, mécanique, je vous la donnerais. Je pense pour ma part que nous avons hérité du système éducatif français qui a des avantages, qui a des inconvénients. Je ne vous apprendrai pas que la France elle-même est en train de mettre en cause, de mettre en question son système éducatif. Les derniers classements PISA, qui sont les classements des pays de l'OCDE, ont montré que la France n'occupe pas une très bonne position, notamment dans les mathématiques. Des pays comme Singapour sont largement devant la France, des pays comme la Chine sont largement devant la France. Et justement, le modèle d'enseignement des mathématiques singapourien est en train d'être exporté dans différents pays, même dans les pays européens. Donc, il y a certainement comme cause de ce peu d'intérêt ou de cette absence d'enseignants dans les matières scientifiques, il a probablement comme cause la façon dont cette matière est enseignée, est abordée dans nos établissements. Et encore une fois, c'est l'héritage du système éducatif français qui est, encore une fois, mis en cause par ceux-là même qui l'ont inventé. Donc, ce qu'il faut faire, c'est repenser la façon dont on enseigne les mathématiques, c'est la première chose, et rendre encore plus attractif la profession d'enseignant. Êtes-vous en train de dire que les étudiants gabonais qui se forment dans le domaine des matières scientifiques seraient mal formés? Ah, ce n'est pas ce que je dis. C'est une question. C'est pas ce que je dis, vous m'avez mal compris. Ce que je dis, c'est que la façon dont... C'est une question de pédagogie, c'est une question de transmission, c'est une question de programme. La façon dont les programmes sont conçus, la façon dont la matière est dispensée ne permet pas d'attirer ou de détecter des talents dans ces disciplines-là, des génies dans ces disciplines-là. Et il faut... D'accord. Si on est mal formé au lycée, par exemple, si on est mal enseigné sur les matières scientifiques, on choisira difficilement de devenir professeur de maths ou de sciences physiques. Je crois que là, vous comprendrez mieux ma question. Non, mais il y a une nuance. Vous vous dites qu'ils sont mal formés. Moi, je dis que la façon dont... Ce n'est pas une question d'être mal formé. Les gens qui sont formés en mathématiques au Gabon, il suffit de regarder les résultats de nos élèves qui font les prépas maths en bas. Ils réussissent. La question, c'est pourquoi la façon dont on enseigne n'attire pas un peu plus de personnes. Si nos enfants étaient mal formés, ils ne réussiraient pas lorsqu'ils sortent du Gabon. Ils réussissent. La question, ce n'est pas le fait qu'ils soient mal formés, c'est qu'on a un peu entouré les mathématiques d'un certain mystère et ça a provoqué un effet répulsif vis-à-vis des enfants. Monsieur le ministre, il nous reste que quelques secondes à passer ensemble. Aujourd'hui, lorsqu'on parle de la construction des salles de classe, rassurez-vous les Gabonais que le gouvernement fait des efforts. Alors, je n'ai que ma parole à vous donner, malheureusement. Comme vos prédécesseurs d'ailleurs. Je n'ai que ma parole à vous donner, mais encore une fois, je vous dis que les chantiers ont commencé. Je ne sais pas si vous avez le souvenir que, jusqu'à une date récente, qu'il y a eu autant de chantiers ouverts pour la construction des salles de classe, pour les écoles. Et encore une fois, ça c'est visible. Il faut aller sur le terrain, aller à Bizango, vous allez voir l'entreprise chinoise qui a pu avoir le marché, aller à Igoumien, vos collègues y étaient avec moi, aller à Mindoubé, vous allez voir, aller dans quelques semaines à Mangumba, à Jean Violas et au PK27, vous allez voir que les chantiers ont commencé ou vont commencer très tôt. Donc à partir de ce moment-là, comme je vous disais tout à l'heure, donnons-nous rendez-vous en septembre 2020, en octobre 2020, à la rentrée, pour toucher du bois, hein, si je peux m'exprimer ainsi. Mais la construction des salles de classe, et je vous ai dit que c'est un programme pluriannuel. On n'est pas des faiseurs de miracles. On ne peut pas réduire le déficit en salle de classe, régler la question des sureffectifs. On ne peut pas faire ça en une année. Ce serait mentir que de le dire.
on le fait sur plusieurs années et nous allons arriver au ratio de 35 élèves par classe dans les 4 années à venir. Nous allons y arriver. Maintenant, il faut bien comprendre quelque chose, M. Agaya. Vous savez que plus de la moitié des effectifs du système éducatif, donc des élèves, c'est à Libreville et à Port-Gentil en partie. Donc nous subissons à l'école les effets de l'exode rural et de l'aménagement du territoire. Tant que nous n'aurons pas réglé cette question-là, les grands centres urbains seront toujours sous pression, sous tension démographique, et c'est ce qui explique qu'on ait 180 écoles fermées dans l'arrière-pays. Parce que l'aménagement du territoire n'a pas suffisamment permis de développer les localités de l'arrière-pays qui se vident de leur population. Quand elles se vident de leur population, évidemment, elles se vident des enfants qui sont censés aller à l'école et qui viennent tous à Libreville, à Port-Gentil. Une responsabilité du gouvernement dont vous êtes membre. En tant, et je le rappelle, que ministre gabonais de l'Éducation nationale, vous êtes le professeur Patrick Mougiama Daouda. Nous nous retrouverons en deuxième partie de cette émission. Deuxième partie de cette émission, décryptage sur Gabon 24 avec notre invité. Il s'agit du ministre gabonais en charge de l'Éducation nationale, le professeur Patrick Mougiama Daouda, qui a accepté notre invitation. Professeur, pour cette deuxième partie de l'émission décryptage, nous allons aborder plus ou moins la question sécuritaire en milieu scolaire. C'est une question importante. Mais avant, il y a eu au mois de janvier, dans la plupart des villes du Gabon, des élèves qui sont descendus dans les rues pour contester contre les nouvelles réformes. On parle là, monsieur le ministre, de l'arrêté en rapport avec le nouveau mode de calcul aux différents examens. Existe-t-il à l'heure actuelle? Alors, il faut être précis quand on parle de ces choses-là. Oui. Nous avons 3 examens nationaux, le bac, dans l'ordre, le CEP, le BEPC et le bac. Il a été envisagé pour le bac la révision du mode de calcul de la moyenne du second tour. D'accord. Que l'on soit précis, du second tour. Jusqu'à présent, ce qui est utilisé comme mode de calcul, c'est tout simplement l'addition de la moyenne du second tour qui se fait à l'oral avec la moyenne du premier tour. Et ce qui permet, vous en conviendrez, de faire passer les chiffres d'admission au bac du premier tour de 15%, au second tour à 60, 70, 80%. Alors, ça pose un problème. Et on ne peut pas avoir une réelle idée du niveau de nos élèves avec ce mode de calcul-là. Mais quand on fait une réforme, M. Agaya, il faut se poser la question de savoir pourquoi on l'a fait. Avant d'avoir des réflexes mécaniques, des réflexes pavloviens, il faut comprendre que cette réforme se fait dans l'intérêt des élèves. Il vaut mieux avoir un bon CAP, un bon BEP, qu'un mauvais bac. Un mauvais bac, c'est un bac qu'on a avec 8 de moyenne. 8,50 de moyenne au premier tour, 8,70 au premier tour, et puis à l'oral, on réussit à avoir son bac finalement. Mais la réalité, c'est qu'on a un niveau qui n'est pas très très bon. Le bac, ça sert à quoi? Ça sert à faire des études supérieures. Et là, nous parlons surtout du bac général. Que nous disent les chiffres? Les chiffres nous disent que la plupart des élèves qui ont le bac général, surtout ceux qui l'ont au second tour, mais ne réussissent pas à l'université. Donc, ils n'auraient pas dû aller à l'université. Nous avons une représentation du bac qui est mythifiée. Le bac, c'est le sésame pour rentrer dans la vie active. Surtout le bac général, parce que c'est ce qui donnait la possibilité d'avoir accès au concours d'admission à la fonction publique. Donc, tout le monde s'y précipite. Mais il faut bien comprendre que ce temps est révolu. Ce temps est révolu, les concours d'accès à la fonction publique sont désormais réglementés, contingentés. La première chose. La deuxième chose, nous ne rendons pas service à nos enfants en les obligeant quasiment à aller à l'université, alors qu'on sait
qu'ils vont y passer 5, 6, 7 ans sans obtenir de diplôme. Mais qui est Et responsable de cet état de fait, s'ils monsieur obtiennent le les ministre? diplômes, ils vont au chômage. Mais qui est responsable de ça, monsieur le Mais ministre? tout le monde est responsable. On a comme l'impression que vous pointez du doigt. Les élèves, attention, les élèves, pour la plupart, quand ils ont le bac, ils ne sont plus mineurs. Sont-ils responsables du mauvais système éducatif? Là, c'est un choix. C'est un choix. Alors, c'est vrai que nous n'avons pas encore mis en place tout le dispositif qui permettrait de faire en sorte que les élèves aient plus de choix. Mais il y a quand même des possibilités d'insertion qui existent déjà, mais vers lesquelles certains élèves n'y vont pas. Monsieur le ministre, on a comme l'impression que ce sont ces élèves qui sont responsables de ce système, de la qualité de ce système éducatif. Vous ne pouvez pas dédouaner les élèves, les parents d'élèves et mettre tout sur le dos de l'État. L'État a sa part de responsabilité parce qu'il n'a pas encore conçu un cadre favorable à l'épanouissement total des élèves, c'est vrai, mais vous n'allez pas dédouaner les parents qui changent d'établissement à leurs élèves quand ils redoublent. Vous n'allez pas dédouaner les élèves qui trafiquent les bulletins pour changer de classe alors qu'ils doivent redoubler. Il faut qu'on soit sérieux. Là, vous parlez... Si vous voulez qu'on remette à flot notre système éducatif, qu'on l'améliore, il faut tenir compte de tous les partenaires. Tous les partenaires ont eu leur part de responsabilité, l'État en premier, mais il ne faut pas dédouaner les parents. Est-ce que l'État n'est pas en train de rejeter sa responsabilité justement en prenant des mesures telles que celle-là sur les élèves? Il faut pouvoir résoudre la question de la qualité du système éducatif avant d'imposer justement qu'un élève doit avoir 12 et 19 ans. Vous mélangez deux choses là. Vous avez parlé tout à l'heure, on est en train de parler du calcul, du nouveau mode de calcul, de la moyenne. Je crois que dans ma question, j'ai été assez précis, monsieur le ministre, parce que j'ai évoqué les réformes. C'est pas la même chose. Donc, et j'ai pris un exemple. Terminons d'abord avec ça. Est-ce qu'il était dans l'intérêt de l'élève de proposer un nouveau mode de calcul? Nous pensons que oui. C'était donner un peu plus de poids au premier tour, à la moyenne du premier tour, qui est le vrai reflet du niveau de l'élève. Avec la qualité d'enseignement existant. Oui, et les élèves qui ont 15 dans ce système? Et les élèves qui ont 14 dans ce système? Non, monsieur Agaya. Monsieur le ministre, je crois que vous n'allez pas pouvoir comparer un élève qui a 15 au lycée Léon-Mba et un autre qui se retrouve... Il faut poser les vraies questions. Est-ce que ce que nous le faisons dans l'intérêt des élèves? C'est ça la question. La réforme, la fameuse réforme, a été suspendue parce qu'il y a un problème justement de communication. Mais vous devez nous aider à communiquer avec les parents des élèves. C'est ce que nous sommes en train de faire maintenant, vous savez, moi je rencontre les coopératives des élèves. J'en suis à ma deuxième rencontre. Samedi dernier, je les ai rencontrés pendant 3 heures de temps au lycée Léon-Mba. Il y a un mois, je les ai rencontrés au lycée Mandela, au CS Mandela. Les élèves comprennent quand on leur explique. Parce que la plupart des élèves sont sains. Parce que dans nos établissements publics, il y a des élèves de 10 ans qui sont intelligents, qui ont besoin d'un épanouissement et qui comprennent. Moi, c'est pour ceux-là qui sont butés par la qualité du système éducatif. Et qui comprennent. Mais qui sont butés par la qualité du système éducatif. Il ne faut pas agiter des épouvantails qui n'en sont pas. Il faut expliquer les choses sérieusement et conformément à la réalité. La réalité, c'est quoi? C'est que la réalité, c'est quoi? Mais quand vous dites ça, vous dites tout, mais en même temps, vous ne dites rien. La réalité, c'est que nous devons faire en sorte que nos enfants, nos élèves, trouvent du travail quand ils ont fini leurs études. Qu'ils trouvent du travail avec un bon CAP, vaut mieux qu'ils ne trouvent pas du travail lorsqu'ils sont arrivés en terminale par défaut. Qu'ils trouvent du travail avec un bon bac pro, vaut mieux qu'ils aillent à l'université alors qu'il n'y a pas d'issue. Qu'ils trouvent du travail avec un bon BEP, vaut mieux qu'ils aillent passer 5, 6, 7, 8 ans, 9 ans à l'université parce qu'il y a une bourse qui leur est donnée mécaniquement et qui a un effet trompeur, qu'ils trouvent du travail avec un diplôme professionnel, avec un diplôme d'enseignement court, vaut mieux pour l'élève et pour les parents des élèves. Parce que quand nous envoyons nos enfants dans les établissements, c'est pour qu'ils apprennent, effectivement, parce que l'école a cette fonction-là aussi de rendre libre, mais c'est aussi pour qu'ils trouvent du travail. Moi, je n'ai pas vocation, en tant que ministre de l'Éducation nationale, à fabriquer des chômeurs, M. Agaya. J'ai vocation, vous avez raison, à mettre en place un cadre d'épanouissement qui permet aux enfants d'avoir du travail quand ils sortent du système éducatif. Voilà ma responsabilité. Avec un système éducatif qui répond aux normes.
nous travaillons pour rattraper, je l'ai dit en début d'interview, pour rattraper... Est-ce que vous n'avez pas l'impression de dire une chose et son contraire, Monsieur le ministre? Vous me permettrez, en première partie de cette émission, vous avez été clair en reconnaissant que le système éducatif gabonais souffrait de plusieurs maux. Alors, comment arriver à de telles réformes si l'on n'a pas réglé le problème à la racine? Mais il faut une approche globale, M. Agaya. Pourquoi vous pensez que le problème du système éducatif gabonais, c'est seulement les salles de classe? Je vais vous prendre un exemple. C'est la qualité de l'enseignement aussi, monsieur. Écoutez, et vous avez posé une question. Ces enseignants qui vous ne avez vont pas, posé une question. Vous avez posé une qui ne question. vont pas dispenser leurs cours, qui sont beaucoup plus syndicalistes qu'enseignants et autres, par la faute du gouvernement. Laissez-moi terminer. Vous étiez sur les questions des structures. Vous considérez, dans votre raisonnement, qu'il faut d'abord régler la question des structures avant d'exiger de la qualité aux élèves. Dans l'absolu, comment un élève qui prépare son bac dans une salle de classe de 120 élèves peut avoir les résultats que vous souhaitez? Si vous ne me laissez pas terminer, vous n'allez pas repartir avec les bonnes réponses. Et vous allez toujours être dans l'approximation. Donc, vous considérez qu'il faut régler la question des salles de classe. Du système éducatif. La question, et vous considérez que ce qui est prioritaire, c'est la question des effectifs. Elle est prioritaire, certes, mais elle ne réglera pas tout. Et vous avez commencé d'ailleurs à énoncer un autre aspect de la question, c'est la qualité de l'enseignant et l'éthique des enseignants. Il faut une approche en réalité, une approche globale pour régler la question du système éducatif. Lorsqu'on construit de nouvelles salles de classe, il faut recruter des enseignants. Il faut bien former les enseignants. Il y a des réformes en cours. Et ensuite, demander une qualité de résultat pour les élèves. Mais qu'est-ce qui vous dérange? Vous voulez qu'on continue à envoyer des élèves à l'université pour qu'ils aient le chômage? C'est ce que vous voulez? Je vous pose la question autrement, non, parce que jusque-là, vous ne répondez pas à la question. Je vous pose la question autrement. Êtes-vous aujourd'hui, en tant que ministre gabonais, capable de laisser apprendre votre enfant qui est en classe de terminale dans une classe de près de 120 élèves et espérer que ce dernier ait les résultats tant souhaités? Mais votre raisonnement est biaisé parce que, comme je vous le disais depuis le début, vous prenez la borne excessive pour la moyenne. Donc ça, c'est la première faute de raisonnement que vous faites. La deuxième partie de ma réponse, et je vais vous le dire tout net, c'est que vous posez le problème dans des termes qui sont partiels. Vous ne posez pas le problème de manière globale. Encore une fois, M. Agaya, personne ne peut se satisfaire du fait qu'on ait 120 élèves dans certains établissements plutôt que 35. Une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on fait? Une fois qu'on a dit ça, on met en place un programme de réduction des effectifs par la qui est effectif. Nous avons parlé de ça, déjà de ça. Une fois qu'on a dit ça, on remet à plat les curricula, les programmes. Une fois qu'on a dit ça, par la qualité de formation une des fois enseignants. qu'on a dit ça, Oui. d'abord les programmes, les curricula, ça c'est les programmes d'enseignement. Une fois qu'on a dit ça, on rend plus strict les conditions d'entrée dans les métiers de l'enseignement. Une fois qu'on a dit ça, on a abordé le problème de manière globale et on va vers la résolution de tous ces problèmes qui minent notre système éducatif. Et là, on peut avoir des réformes telles que celles liées au nouveau mode de calcul, par exemple. Je complète vos phrases, monsieur le ministre. Mais non, vous me permettrez. C'est que vous n'avez pas compris. C'est quoi le nouveau mode de calcul du bac, monsieur Agaya, puisque vous en parlez? C'est à vous que je dois poser la question. Si vous le critiquez, c'est que vous le connaissez. Si vous le critiquez, sauf si vous souhaitez qu'on échange nos places. Non, mais si vous le critiquez, c'est que vous... Je serais d'ailleurs très ravi d'être nommé ministre. Vous critiquez... Je pose des questions, monsieur le ministre, je ne critique pas. Mais si, vous dites qu'elle n'est pas bonne. Je pose des questions que se posent des Gabonais. Elle n'est pas bonne. C'est aux Gabonais qu'il faut l'expliquer. Il faut d'abord connaître la réforme avant de la critiquer. Expliquez-la. La réforme, c'était quoi? Oui. C'était donner un coefficient plus important à la note du premier tour pour éviter l'effet trompeur de la note du second tour qui donne aux enfants un mauvais bac qui les conduit au chômage. Il faut que vous entendiez ça, M. Agaya. Avoir un bac, c'est une chose. Mais où nous conduit le bac, M. Agaya? Où nous conduit le bac? Il faut démythifier le bac. Ce n'est plus ce talisman, ce sésame qui nous ouvre les portes du marché de l'emploi. La plupart des gens qui ont le bac, puisque vous voulez qu'on donne le bac à tout le monde, c'est ça. Ben non. C'est ça. Hein? Donc il vaut mieux, M. Agaya, il vaut mieux, c'est important, il faut être responsable.
Être homme, c'est être responsable, disait Saint-Exupéry. Moi, je suis responsable. Et je ne me vois pas former, encore une fois, des enfants pour les conduire au chômage. Je me refuse à cela. Et c'est ce qu'on fait avec le bac général. Tout le monde veut avoir le bac, même si on l'a dans des conditions douteuses. Et vous savez de quoi je parle, M. Agaya. Nous sommes là dans des dossiers qui sont en train d'être instruits, où nous avons révélé des trafics. Et c'est pour ça que je dis qu'il ne faut pas seulement accuser l'État. Certains parents d'élèves sont complices de ces trafics-là. Nous avons des étudiants en Afrique du Sud qui ont été saisis avec des faux certificats d'admission au baccalauréat. Donc, il ne faut pas prendre cette question-là par le mauvais bout. Oui, le bac peut être utile. Il y a des enfants qui ont le bac à 16 ans dans l'enseignement général, dans l'enseignement technique, à 17 ans. Ils ont vocation à faire des études supérieures. C'est aussi simple que ça. Ils rentreront sur le marché du travail à un âge convenable. Mais quelqu'un qui a le bac à 25 ans, 26 ans, il n'est pas dans son intérêt de faire des études longues. Il ne trouvera pas de travail. Arrêtons de nous mentir. Il ne trouvera pas de travail. Demandez à l'État de mettre des conditions pour que, à 25 ans, quand on est en terminale, quand on est arrivé en terminale à 25 ans, avec des parcours dont la sinuosité n'est pas forcément du fait des élèves, j'en conviens. Mais quand on est arrivé à ce niveau-là, on n'a plus droit à l'erreur. L'État doit accompagner ses enfants autrement. Plutôt que de donner de la bourse à quelqu'un qui a le bac à 25 ans pour aller à l'université, j'aime autant qu'on finance son insertion professionnelle, directement, par l'apprentissage, par une formation, un métier, par l'insertion professionnelle. Il est gagnant, les parents sont gagnants, l'État est gagnant. Monsieur le ministre, parlons de sécurité aujourd'hui en milieu scolaire. L'insécurité gagne du terrain en milieu scolaire aujourd'hui. Y a-t-il des mesures qui ont été prises? Alors, depuis le mois de janvier, oui, auquel vous faites allusion, il y a eu beaucoup d'événements. Il y a eu le 24 janvier, la fameuse journée des légendes urbaines, avec les prétendus enlèvements d'enfants. Il y a eu des décès dans des établissements, notamment à Tchibanga. Qu'est-ce que nous avons fait? Qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons travaillé avec les partenaires sociaux, avec les syndicats, avec les parents d'élèves. Nous avons travaillé avec les forces de sécurité. Nous avons travaillé avec le ministère de la Justice pour essayer de résoudre le problème en l'attaquant à la racine. Qu'est-ce que nous avons proposé? Nous avons proposé dans un premier temps avec les forces de police de renforcer leur présence, forces de police et de défense, policiers et les gendarmes, leur présence devant les établissements publics, de renforcer les patrouilles également. Ça, c'est la première solution. La deuxième solution a été d'exiger des fouilles systématiques dans les établissements scolaires et nous faisons un rapport hebdomadaire du résultat de ces fouilles. Et vous avez vu ce que ça a pu donner. Nous réussissons à mettre la main sur divers objets interdits dans les établissements, couteaux, ciseaux et autres objets qui sont prohibés par la loi. C'est la deuxième résolution que nous avons prise. À court terme. Maintenant, à moyen terme, qu'est-ce que nous voulons faire? Nous voulons mettre en place un corps d'auxiliaires de sécurité scolaire. Nous n'inventons rien, ça existe ailleurs. Nous n'inventons rien, ça a été proposé lors des États généraux, repris lors de la task force. C'est un corps qui est en train d'être créé. Au mois de mars, il va y avoir une formation avec l'AFD pour les personnes qui voudraient bien postuler pour accéder à ce corps, avec une possibilité d'évolution. Encore une fois, ça existe ailleurs. Un auxiliaire de sécurité pourra devenir un agent de vie scolaire, un conseiller de vie scolaire, un inspecteur à la vie scolaire. Donc, nous sommes en train de réfléchir à cela et je prends date avec vous, puisque vous nous accusez de toujours faire des promesses,
pour le mois de mars pour venir voir la formation de ce corps des auxiliaires de sécurité qui vont travailler à côté des surveillants hein, et faire de la prévention dans ce domaine-là. Et puis, à moyen terme également, peut-être entre le moyen terme et le long terme, nous travaillons à mettre en place une police scolaire. Alors, la police scolaire, pour lever tout équivoque, ce n'est pas les patrouilles que l'on voit, ce ne sont pas les policiers que l'on voit devant les établissements. Ce sont des personnels de police qui seront formés spécifiquement pour intervenir dans les établissements scolaires en tenant compte de la spécificité des établissements scolaires. Je vous rappelle qu'il y a la question des franchises pour les établissements scolaires. Il y a une communication qu'il faut avoir avec les élèves. Il y a tout un environnement auquel il faut être habitué et la police scolaire sera formée en prenant en compte cet environnement. Là également, nous n'inventons rien. Ça existe dans certains pays, notamment dans les pays anglo-saxons. Monsieur le ministre, il y a eu, il y a quelque temps de cela, des étudiants qui ont élu domicile au pied de votre département ministériel. De quoi s'agissait-il? Ah, vous m'apprenez quelque chose, je ne les ai pas vus. Bon, je sais que certains des élèves professeurs qui sont sortis de l'ENS en cours de recrutement sont venus me voir lors de la prise de ma fonction et aussi parce que certains d'entre eux ont été mes élèves pour me demander d'accélérer leur processus d'intégration à la fonction publique. Il faut bien se rendre compte de quelque chose, M. Agaya. Les recrutements dans la fonction publique sont gelés. Mais on a fait une dérogation pour l'enseignement et pour la santé. Donc il faut saluer déjà cette initiative du gouvernement, hein, sous l'inspiration du président de la République, d'avoir fait en sorte que le système éducatif et la santé ne soient pas concernés par les gels de recrutement. Et nous avons donc procédé avec le ministère de la fonction publique à la régularisation de plusieurs promotions qui étaient en attente depuis un moment. Mais à l'impossible, nul n'est tenu, M. Agaya. Il y a des élèves professeurs qui viennent seulement de terminer leur année, donc d'avoir leur diplôme au mois de février, à la mi-février. Comment peut-on imaginer qu'en 2 semaines, ils puissent être déjà affectés? Comment peut-on imaginer cela? L'administration a ses règles. Dans quel pays du monde peut-on affecter en 2 semaines des élèves qui sont sortis, je le répète, qui ont eu leur diplôme à la mi-février? Quand on a vocation à être enseignant, la première des choses qu'on doit apprendre à faire, c'est respecter l'État. Le gouvernement s'occupe de leur dossier. Encore une fois, en peu de temps, nous avons régularisé la situation de 3 promotions d'élèves professeurs qui sont sortis de l'ENS. Il y a un problème réel avec les dates auxquelles se terminent les examens et le séjour des élèves en licence ou en CAPC ou en CAPES, donc le certificat d'aptitude pour la profession d'enseignant dans le collège et le certificat d'aptitude pour la profession d'enseignant dans le secondaire. Il y a une réelle question du séjour, le nombre d'années qu'ils font pour obtenir leur diplôme. Et c'est souvent à cause de cela que leur dossier, quand ils sortent, pose problème et ont du mal à être ajustés avec les procédures administratives. Alors, il y a eu la task force au Gabon. Aujourd'hui, on sait qu'il y a une évolution, une certaine évolution. On pourrait se permettre de le dire, puisque vous-même, vous avez affirmé avoir été sur le terrain déjà pour les travaux, par exemple, de construction des établissements scolaires. Aujourd'hui, y a-t-il véritablement une satisfaction pour Ali Bongo Ondimba lorsqu'il regarde l'environnement scolaire gabonais? Je vous pose la question parce que vous êtes premier collaborateur du chef d'État en tant que membre du gouvernement. J'aime autant qu'à l'occasion, vous posez au président de la République cette question. Mais je pense que... Je vous la pose parce que c'est vous qui avez été gérant de la task force, si je peux le dire comme cela. J'ai déjà répondu à cette question en disant que tous les diagnostics avaient été faits par les différentes assises qui ont été réalisées et qu'on ne peut pas se réjouir de l'état de nos systèmes éducatifs. Maintenant, quand on a dit ça, il faut s'atteler à le remettre en place. C'est ce qu'on essaie de faire, mais ça prendra un peu de temps. Quels sont vos rapports aujourd'hui avec les partenaires sociaux de votre département ministériel? Très bien. Ils sont consultés sur tous les sujets d'actualité. J'ai travaillé avec eux pendant 3 ou 4 jours pour faire en sorte que les cours reprennent lorsque nous avons été tous un peu pris par la psychose
de mon point de vue injustifiés, les prétendus enlèvements. Nous allons organiser avec eux bientôt la journée de l'enseignant. Non, pour ma part, je n'ai aucun problème avec eux. Je rappelle souvent que je suis un ancien syndicaliste, donc ce sont les partenaires sociaux, ils sont utiles pour qu'ensemble nous remettons à l'endroit notre système éducatif. Merci, Monsieur le ministre. Je vous poserai la dernière question, peut-être vous permettre aussi de vous adresser aux Gabonais. Aujourd'hui, que doit-on retenir? Surtout lorsqu'on sait qu'une promesse a été faite au cours de cette émission, octobre 2020, il y aura justement une sortie de terre pour les salles de classe. Je voudrais peut-être avant de répondre à votre question, préciser aussi 2 ou 3 autres thèmes qui nous sont chers et qui peuvent contribuer à remettre nos systèmes éducatifs à l'endroit, comme je disais tantôt. Il y a la question des internats. La question des internats qui est fondamentale et qui est cruciale pour nous. On sait ce que les internats ont apporté. Donc, nous allons entreprendre très bientôt un programme de réhabilitation des internats. Et nous avons commencé déjà d'ailleurs au lycée Léon Mba avec l'internat qui va permettre aux élèves qui sont en maths sup et qui n'ont pas eu cette chance l'année dernière d'apprendre dans les meilleures conditions, puisque nous sommes en train de refaire leur internat et nous avons promis aux parents qu'il sera livré à la fin du mois de mars. Nous tiendrons nos engagements. Et nous allons l'année prochaine aussi, ça va être effectif dans peu de temps, faire en sorte que dans la plupart des grands établissements, il y ait un système de cantine scolaire, comme je disais tantôt, qui tienne compte, dont l'accès tiendra compte des revenus des parents. Donc ça c'est important. Et nous allons organiser cette année un événement pour permettre de détecter les enfants d'intelligence précoce, notamment au sein des familles défavorisées par des concours, des examens nationaux. Ça c'est important de dire que nous prenons le problème par tous les bouts, j'allais dire par tous les bons bouts. En dehors de la construction des salles de classe, donc il y a ces aspects-là, mais il y a aussi, comme je disais tantôt, un meilleur regard sur la formation des enseignants, un meilleur regard sur l'environnement scolaire d'une manière générale. Il faudrait qu'à la rentrée, nous ayons un environnement scolaire rénové et plus adéquat. Donc aux parents, je vais demander de faire confiance au gouvernement. Le gouvernement a pris la mesure du problème dans sa globalité et s'attelle à trouver des solutions. Mais je voudrais aussi appeler les parents à être responsables. La plupart le sont. Hein. Il n'y a aucun doute là-dessus. Il suffit de voir comment certains parents de faibles revenus se saignent pour les études de leurs enfants. Donc, mais il reste que nous avons encore des soucis avec certains parents qui ne jouent pas le jeu. Pour reprendre l'exemple de la violence dans les établissements scolaires, nous faisons les fouilles à l'entrée des écoles, à l'entrée des lycées. Mais les parents doivent aussi faire leur part à la maison. Nous ne pouvons pas tout faire à l'école. Les parents doivent faire leur part à la maison. Donc, les partenaires sociaux qui nous accompagnent sont sur la même longueur d'onde que nous sur cette question-là. Et je voudrais rassurer les parents qu'à la rentrée, il y aura de nouvelles salles de classe, de nouveaux établissements, dans des quartiers où la démographie est dynamique et que nous allons progressivement résorber cette question importante des sureffectifs dans nos salles de classe pour qu'à l'horizon 2023-2024, nous ayons un bon ratio, le ratio des standards internationaux, 35 élèves par classe. Merci, professeur Patrick Mougiama Daouda. Vous êtes le ministre gabonais en charge de l'éducation nationale. Merci d'avoir accepté notre invitation. L'émission Décryptage se poursuivra avec un autre invité, la même équipe de réalisation et peut-être, pourquoi pas, la même présentation. Au revoir.